État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. Bienvenue sur État d'âme. Aujourd'hui, découvrez Hélène et son quotidien qui devient mentalement très difficile face à la maladie de son fils et du regard des gens. Son petit Lucas est atteint d'hypothyroïdie congénitale. Un petit rappel sur cette maladie. L'hypothyroïdie indique une synthèse et une sécrétion insuffisante des hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde. Le terme de congénital, cela indique que l'enfant né avec cette maladie, à la différence des formes plus tardives, liées le plus souvent à des troubles de l'auto-immune. Il faut savoir que les symptômes peuvent varier d'un enfant à un autre. Cette hypothyroïdie congénitale entraîne généralement, en l'absence de traitement, un retard de croissance sévère, un retard de maturation osseuse, un retard de développement cérébral, avec une déficience intellectuelle qui peut être profonde. Le traitement d'un enfant repose sur l'administration quotidienne de L-thyroxine par voie orale, sous forme de gouttes ou comprimés en fonction de l'âge des enfants, de l'étiologie et du poids. Hélène et son mari ont dû faire face à la difficulté du parcours PMA. Lorsqu'ils pensent avoir enfin gagné la bataille avec la naissance du petit Lucas, c'est alors qu'au retour de la maternité, ils apprennent que leur bébé est atteint d'hypothyroïdie congénitale. Un vrai choc, car cela annonce un combat à vie pour ce petit Lucas et ses parents. Une lutte pour cette maman, pour trouver des informations, des avis, des témoignages sur les forums, ce qui rend insoutenable mentalement cette situation. Une sensation d'extrême solitude. Si jamais vous entendez cet épisode et que votre enfant est atteint d'hypothyroïdie congénitale, ou même des proches, n'hésitez pas à les mettre en relation. Cela peut aider de pouvoir en parler et de se sentir moins seul. Son quotidien avec son fils Lucas n'est pas de tout repos, surtout lorsqu'elle se sent obligée de devoir justifier à longueur de temps le comportement de son fils. Mesdames, et messieurs d'ailleurs, n'hésitez pas à rappeler aux gens qui se permettent ouvertement de faire des remarques sur vos enfants, qu'ils sont des enfants avant tout. Un enfant, ça crie, ça pleure, ça rigole, ça court, ça touche, ça découvre la vie tout simplement. Alors un enfant malade, c'est encore moins inscrit sur son front. Et certains symptômes ou évolutions de traitement peuvent impliquer des changements de comportement, tout comme les adultes d'ailleurs. On ne peut pas se permettre de juger les gens qu'on ne connaît pas. Gagner la bataille PMA mais pas la guerre avec l'hypothyroïdie congénitale, c'est l'épisode du jour. Excellente écoute. On a fait 4 filles, plusieurs fausses couches, des grossesses biochimiques. C'est un début de grossesse, tu te dis « Waouh, trop cool, ça a fonctionné », puis 48 heures après, tu refais une prise de sang. Eh ben non, ça n'a pas fonctionné. La vie a décidé que c'était pas le moment. Ça a été un parcours vraiment compliqué. 4e et dernière FIV qu'on a fait en France, parce que nous, on avait déjà commencé à se renseigner pour partir à l'étranger, notamment à Barcelone, à la clinique Eugin. A fonctionné, mais vraiment... On l'a joué à la Wall Again. On avait fait une grosse soirée la semaine juste avant de recommencer les protocoles PMA. Grosse reprise de la vie normale. On respectait nos protocoles. À tel point que du coup, quand on a eu donc ma ponction, ma 4e et dernière ponction, sur le recueil de mon conjoint, ils n'ont retrouvé aucun spermatozoïde viable pour faire une FIV. De base, les problèmes en fait que nous on rencontrait pour la PMA venaient principalement de mon conjoint qui a eu 2 doubles torsions testiculaires, plus un kyste localisé au niveau des bourses en fait. Et à l'époque en fait l'urologue qui le suivait n'avait pas jugé nécessaire de faire des paillettes. Et quand en fait on est rentré en PMA, ces spermogrammes étaient tellement catastrophiques que le médecin gynéco qui nous suivait a dit on fait en urgence une conservation de paillettes, qu'on l'a bien fait de faire puisque mon conjoint a 35 ans et est complètement stérile. À notre 4e FIV, on l'a joué vraiment à la Wall Again. Donc heureusement pour nous on avait des paillettes de congelés qui ont permis du coup d'avoir des embryons. On a obtenu de mémoire 6 embryons. J'ai eu un double transfert frais qui a fonctionné. Un embryon a tenu, notre fils, Lucas, qui est né au mois d'août 2020.
La grossesse s'est très bien passée. Par contre, beaucoup de stress, d'angoisse par rapport à notre vécu avant. Aussi, émotionnellement, je n'ai pas profité de ma grossesse parce que dès que j'allais aux toilettes, fallait contrôler. Est-ce qu'il y a des pertes de sang? Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal? Quand bébé bougeait pas, à partir du moment où j'ai commencé à le sentir bouger, direct c'était l'inquiétude. Très compliqué, quoi. Lucas est né. On a appris sa maladie le lendemain de notre retour à la maison. Après notre, entre guillemets, séjour à la mater. Ça a été détecté via les tests de Guthrie qui sont faits à J3, J4 après la naissance d'un enfant. Là où c'est le tsunami qui est venu dans notre vie, c'est que clairement, nous on était rentrés à la maison, on s'est dit ça y est, c'est bon, on a gagné notre combat, on a notre fils, tout va bien. Quand on était à la mater, à part le fait qu'il avait extrêmement chaud, la période où il est né, il avait chaud, on s'est dit dans la chambre il fait chaud. Ça se limite à ça, on n'a eu aucun signe qui nous a alertés en nous disant il y a quelque chose qui va pas. Donc il y a une culpabilité par rapport à ça. Après, pendant la grossesse, en fait, j'aurais peut-être pu éviter, je dis bien peut-être parce que à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude scientifique qui le prouve à 100%, c'est juste en ayant fait participer à des sondages, des choses comme ça avec d'autres personnes qui ont des enfants avec la même pathologie que Lucas, qu'on a appris que le Gestarel pendant la grossesse, surtout pour les personnes qui ont tendance à habiter dans des zones qui sont déjà de base assez iodées, nous on n'habite pas loin de la mer, ça peut avoir une conséquence justement sur l'hypothyroïdie congénitale. C'est le seul élément en fait qui du coup pendant ma grossesse pourrait expliquer pourquoi Lucas a une hypothyroïdie. C'est le fait que j'ai pris Gestarel et qu'en fait nous comme on habite dans une zone déjà iodée, que pendant les grossesses on ne fait pas de prise de sang pour vérifier les taux d'iode, les taux de THC, les taux de TSH, etc. sur la maman. On ne peut pas savoir du coup chez l'enfant. Donc en fait ça rajoute une culpabilité parce que quand l'hôpital nous a appelés, qu'on est rentré à la maison, qu'on avait commencé à prendre nos marques avec notre fils, tout ça, et qu'on nous a dit faut venir en urgence là dans la demi-heure qui vient à l'hôpital parce qu'il faut qu'on fasse des tests plus poussés à Lucas. Tout simplement parce que le test de Guthrie est revenu positif pour la thyroïde, mais vous inquiétez pas, pour l'instant il n'y a pas besoin de s'inquiéter, on vous expliquera tout à l'école, donc le temps de faire la route. En plus on était en période Covid, donc obligé d'y aller seul avec mon fils, donc ça rajoute une culpabilité, le fait d'être seul aussi, et de se dire on ne sait pas ce qui va nous attendre au bout. Donc je suis allée toute seule avec mon fils à l'hôpital. On a été pris en charge à l'hôpital de jour pédiatrique directement. Lucas a eu une prise de sang. On a attendu 3-4 heures de mémoire, c'est très vague, avant d'avoir les résultats de la prise de sang. Et puis de là, tout s'est enchaîné. Il a fallu aller lui faire une scintigraphie en urgence pour vérifier en fait si c'est simplement les dosages de la prise de sang qui sont pas bons ou si effectivement il y a quelque chose. La scintigraphie a bien montré que Lucas a bien une thyroïde qui est présente mais qui est vraiment minuscule et qui est placée en fait sous la langue. Le nom scientifique, je ne pourrais pas te le ressortir, je ne le sais même plus. Je crois que c'est hypothyroïdie congénitale sublinguale, un truc comme ça. Donc voilà, on ressort avec ces résultats de scintigraphie, c'est de l'angoisse supplémentaire. Il m'a fallu plusieurs jours, plusieurs semaines d'ailleurs, je crois, avant de réaliser en fait ce qui se passait. Parce que l'hôpital, du coup, direct, ils nous ont dit bon, hop, là, vous sortez de l'hôpital, vous allez à la pharmacie, vous récupérez son traitement qui est de la L-thyroxine qu'il aura à prendre toute sa vie. Donc de là, on entend les mots en fait, mais ça percute pas. Vous revenez la semaine prochaine, on contrôle avec le traitement, la thyroïde, voir si ça évolue bien, si c'est pas bon. Et ça, en fait, depuis que maintenant Lucas va bientôt avoir 3 ans, notre vie est rythmée par du coup ces problèmes de thyroïde. Donc comme je te disais, depuis bientôt 3 ans maintenant, sa thyroïde a un impact en fait sur le quotidien. Et vraiment aussi sur ma vie de maman, parce qu'il y a tellement d'exemples en fait où parce que ton fils a une maladie qui ne se voit pas mais qui a je suis désolée, je vais être vulgaire, qui a un putain d'impact même sur la société,
t'en viens à finir à penser, à te dire « je suis une mauvaise mère ». Alors que non, t'as juste un enfant qui est malade en fait. J'ai plusieurs exemples comme ça. Hein. Mon fils allait à la crèche. Clairement, il est devenu le mouton noir. Tout simplement parce que quand son traitement n'est pas équilibré, c'est un enfant qui est très agité, très énervé, qui va pas forcément manger, ou alors qui va être dans l'extrême, qui va avoir hyper faim. Au niveau du sommeil, il va pas vouloir dormir. Donc tout ça par bout en fait a des conséquences sur notre quotidien, même encore maintenant. L'exemple le plus parlant, c'est mon fils je crois qu'il avait 2 ans à cette époque-là. On va dans un magasin. J'étais avec ma petite sœur qui a 16 ans. Je regarde les vêtements. Elle était avec mon fils en train de jouer. Il descend de la poussette. Il a eu le malheur d'ouvrir une cabine d'essayage. C'était une femme qui était là avec sa fille. C'était la fille était à peu près de l'âge de ma sœur, donc 16-17 ans. Mon fils a eu le malheur juste d'ouvrir le rideau, alors que c'est pas du voyeurisme à un enfant de 2 ans. Il veut pas faire du voyeurisme, rien. Et elle l'a engueulé et elle m'a regardé, elle me dit mais vous êtes la pire des mères du monde, faut contrôler votre enfant et tout. Et ma première réponse a été mon fils est malade. Là actuellement son traitement n'est pas équilibré, donc c'est même pas une envie, c'est un besoin en fait de courir partout parce que y a un trop plein d'émotions et il arrive pas à le sortir. Et même la caissière est intervenue et elle a dit mais c'est normal, même un enfant sans être malade, il a besoin de courir et c'est pas pour vous regarder dans la cabine quoi. Donc tu vois, il y a cet exemple-là qui est très parlant et là je suis rentrée chez moi, je me suis effondrée. Je me suis dit je suis une mauvaise mère en fait, je n'arrive pas à contrôler mon fils dans les magasins. C'est compliqué alors qu'en fait c'est juste que son traitement était pas équilibré et que quand le traitement est pas équilibré, les premiers symptômes qu'on a chez Lucas, c'est l'énervement. Nous à la maison, ça lui arrive très fréquemment de courir pendant des fois 1 heure autour du canapé. Ça peut choquer. Maintenant, on a l'habitude, on va dire, mais c'est vrai que quand il est dans les phases où le traitement est pas équilibré, c'est pareil, ça va être un enfant du style, il va se mettre en position recroquevillé sur lui parce qu'il y a un trop plein d'énervement qu'il n'arrive pas à maîtriser et il va se mettre à trembler quoi. Et c'est des situations qui peuvent paraître choquantes, surtout au départ. Donc il y a une grosse culpabilité. On a pendant très longtemps essayé de chercher pourquoi il avait cette maladie-là, qu'est-ce qu'on l'avait fait de pas bien, tout ça, alors qu'en fait on n'a rien fait de mal. C'est juste que c'est la vie qui fait que comme on dit, on donne les plus durs combats aux plus forts guerriers. Et je pense que malgré tout, on en fait partie. Ça reste compliqué, même au quotidien, en fait. Comme je te le dis, voilà, il y a de nombreuses situations qui font que je pense que tant qu'on ne connaît pas bien la maladie, et surtout que c'est une maladie en fait qui ne se voit pas visuellement, on a le droit aussi dans l'entourage à des réflexions du style oui mais vous le surprotégez trop, etc. C'est un enfant normal, alors que en fait non, on va pas à chaque fois leur dire à la famille son traitement est pas équilibré donc il faut qu'on aille contrôler, refaire une prise de sang et puis faut qu'on attende au minimum 15 jours 3 semaines avant que il rentre dans les petites cases d'être un enfant plus ou moins sage, etc. quoi. Donc c'est au quotidien, c'est épuisant, autant physiquement que mentalement. Mentalement, je m'en suis beaucoup voulu. Je me suis dit peut-être que du coup, on n'aurait peut-être pas dû faire autant de FIV, enchaîner, etc. Au moins, parce que même pour lui, je suis pas sûre qu'en fait d'être un enfant malade, même si maintenant il prend son traitement très bien, etc. Il l'a toujours très bien pris. Ça soit facile à gérer en fait. Autant pour lui que pour nous, parce que finalement tous les jours il y a quelque chose qui lui rappelle qu'il est malade en fait. Donc c'est compliqué, et en tant que parent effectivement c'est pareil, c'est beaucoup de remise en question au quotidien, beaucoup d'angoisse parce que la maladie fait que pendant très longtemps par exemple il ne mangeait pas de morceaux. Donc j'ai eu un autre combat, c'était de lui faire manger des morceaux.
Il a vu des psychologues, des ergothérapeutes, des orthophonistes. Et de lui-même, en fait, à partir du moment où j'ai lâché prise et que je me suis dit j'arrête tous les suivis, on garde juste le suivi pour la prise de sang, pour la thyroïde, et ben il a eu le réflexe. Il y a quelque chose qui s'est débloqué, il s'est mis à manger des morceaux. Donc comme quoi, des fois, en fait, je pense qu'en tant que parent, on veut absolument aider nos enfants et au final, en lâchant prise, des fois, on arrive à débloquer des choses. Il y a aussi une grosse inquiétude, c'est que là, je me dis, il est enfant, donc il nous écoute, il prend son traitement. Pour avoir eu d'autres personnes qui sont atteintes de cette pathologie-là, qui sont beaucoup plus âgées que Lucas, il y en a qui m'ont dit, arrivé à l'adolescence, comme tout enfant normal, ça saoule de prendre un médicament, etc. Donc qu'il arrête. Mais du coup, il y a très vite les répercussions, autant sur la concentration, la fatigue, etc. Donc j'ai cette peur-là qu'en fait, il se dit, non, ça me saoule, j'ai envie d'arrêter mon traitement, alors que c'est quelque chose de vital, en fait. Donc j'ai cette peur-là et cette angoisse aussi au quotidien. Je me dis aussi, parce que là il est enfant et que la maladie, sans le vouloir, a des répercussions aussi sur son comportement. Je me dis, est-ce que c'est pas un enfant qui sera aussi avec une prédominance à être harcelé au niveau scolaire? C'est quelque chose qui me fait peur. Il y a beaucoup de choses. Après, on se dit aussi, le fait qu'il soit malade, même si c'est une maladie qui se voit pas, est-ce que ça sera pas la cible à l'école, en se disant mais toi maintenant les enfants en plus très tôt sont tellement méchants et tout que ça me fait peur aussi pour mon fils. Je me dis comment va se passer en fait les années quand il va être à l'école. Est-ce que il aura, j'espère, cette force de nous en parler, de nous dire quand quelque chose ne va pas. Ça reste compliqué, c'est des angoisses perpétuelles quand nos enfants grandissent et c'est aussi du stress. Il y a eu aussi beaucoup de polémiques autour du lévothyrox. Donc quand nous on a su qu'il fallait qu'il prenne l'équivalent, donc la L-thyroxine, il y a eu aussi des scénarios de peur qui se sont créés en disant c'est un médicament qui a fait tellement polémique et tout, à tel point que même à la pharmacie, quand on part, il y a des normes avec le laboratoire, qui sont entre ce que dit le laboratoire et la réalité, tellement différentes que du coup le flacon, en fait, quand nous on part un week-end, des choses comme ça, on est obligé de demander un autre flacon à la pharmacie. Et il y a eu une période en fait où à la pharmacie, il me regardait, mais limite, mais c'est vous en fait qui utilisez les gouttes de votre fils, quoi. Non, c'est juste qu'en fait, le flacon, il a... On est parti tel week-end et du coup, on a fait un changement de température, on est arrivé au 3e changement de température, donc on pouvait pas le réutiliser, quoi. Donc, ça a quand même un gros impact, on va dire. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, parce qu'il faut pas non plus finir sur des notes négatives, au 1 an de mon fils, on s'est dit, s'il nous refaut 4 ans encore pour avoir un deuxième enfant, il nous restait des embryons de congelés de notre 4e fille, on a fait un transfert d'embryons. On a eu notre deuxième enfant, ça a fonctionné du premier coup, Raphaël, qui va avoir 1 an dans quelques mois. Qui lui n'a aucun problème de santé à part bronchiolite et puis asthme de nourrisson. C'est notre petite étoile. Donc on finit quand même sur une note positive, notre parcours PMA, malgré tout. Et donc mes enfants ont pas beaucoup d'écart. Et là, je crois que c'est la pire erreur de ma vie d'avoir fait des enfants aussi rapprochés. J'ai été en dépression, clairement. J'ai eu un traitement, même là encore, si normalement j'écouterais les garçons de mes enfants, je devrais retourner le voir pour faire le point et remettre un traitement en place, parce que c'est très compliqué à gérer entre la maladie de Lucas, mon deuxième enfant qui du coup lui a 10 mois, c'est folklore, clairement, 2 enfants aussi rapprochés. C'est vraiment folklore. Pour être honnête, ça serait à refaire, je ne le referai pas.
c'est autant épuisant entre la gestion des rendez-vous médicaux pour l'un ou pour l'autre, la gestion du quotidien à la maison, le reste, etc. Là, moi, je viens de me faire opérer mardi d'un bypass. C'est méga chaud, en fait. Limite, je me dis, j'aurais dû attendre avant de me faire réopérer. Parce qu'entre gérer le premier plus le deuxième, du coup, c'est chaud patate, quoi. Donc, depuis plusieurs mois, effectivement, depuis même la naissance de mon fils, de mon deuxième, du coup, c'est vraiment folklore. Le quotidien est très folklore. Entre gérer, du coup, Lucas qui a son traitement qui est pas équilibré là depuis déjà 3 mois. Donc tous les mois, on va contrôler à l'hôpital, on change le traitement, donc on est dans un cercle vicieux. Plus à côté de ça, le petit Rapou qui lui commence à se déplacer dans la maison, à faire les 400 coups aussi derrière. Il y a très vite de quoi péter un câble. Je pense que voilà, ce qui aussi peut faire ma force, c'est que c'est moi, entre guillemets, le chef de famille, même si le papa est là, qui fait beaucoup de choses, qui fait tout ce que je lui demande. J'essaye, en fait, et je veux tellement bien faire pour mes enfants parce que, étant jeune, j'étais toute seule avec ma maman et voilà, j'ai envie de tellement faire pour mes enfants, qu'ils soient heureux, épanouis, etc., que je veux faire, en fait, tout toute seule. Mais c'est pas possible, je suis pas surhumaine. Donc je me mets énormément la pression sur le quotidien. C'est pour beaucoup de choses comme ça, je me mets la pression. Si le papa met la couche, qu'il l'a pas mis comme je veux, tout de suite je vais péter un plomb, clairement. C'est pour beaucoup de choses comme ça. Ne serait-ce qu'il veut toujours me donner des coups de main, des choses comme ça, et je n'accepte pas. Parce que pour moi aussi, c'est une forme d'échec. Je me dis, mais j'arrive pas à gérer toute seule. Alors que normalement, je devrais être capable de gérer toute seule. Alors que non, en fait, un binôme, c'est fait pour que chacun s'entraide. Ah, et chose que je t'ai pas dit, j'ai remué ciel et terre pour trouver des témoignages de personnes parce que clairement, le corps médical nous a dit, voilà, il a une hypothyroïdie, point. Mais pas plus. En fait, en gros, on s'est retrouvé un peu comme quand tu démarres le processus de PMA. C'est à toi, en fait, de jouer, entre guillemets, le propre médecin, de trouver qu'est-ce que ça va avoir comme impact, ceci, cela. Que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, je n'ai trouvé que 2 témoignages. Donc il y a une autre maman qui a son fils qui est un peu plus âgé que Lucas, mais qui n'a pas été détecté via les tests de Guthrie, parce qu'à l'hôpital, clairement, ça a été je suis désolée de le dire, mais des brêles. Donc il a eu d'autres problèmes de santé, etc. Et j'ai trouvé une petite jeune qui m'a contactée sur Instagram de 14 ans, qui m'a dit, mais a vraiment rassuré, une gamine du haut de ses 14 ans qui a vraiment la tête sur les épaules, qui m'a rassurée malgré tout, comme quoi des fois des enfants ça peut nous rassurer, qui m'a apporté son témoignage en me disant, mais moi j'ai 14 ans, je vis pareil depuis ma naissance avec ça. Il y a des moments maintenant, comme je suis ado, j'ai pas envie de prendre mon traitement, mais je le prends quand même. Mais voilà, à l'école, c'est une des premières de sa classe, la gamine. Donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur, en fait. Après, sur Facebook, j'ai réussi à trouver un groupe avec des personnes aussi qui sont avec des enfants qui ont cette pathologie-là. Mais j'ai l'impression, en fait, que cette maladie reste encore beaucoup trop tabou. C'est vraiment dommage, parce que je pense que même si maintenant je pense que les statistiques ont baissé, je crois que c'est de l'ordre de 1 enfant sur un cas sur 1000, je crois. Mais au quotidien, en fait, cette maladie n'est pas connue. Et fils qui allait à la crèche jusqu'à maintenant, même les professionnels, en fait, ils nous disent oui, on en a entendu parler, mais il faut pas tout mettre sur le dos de la maladie. Non, certes, faut pas tout mettre sur le dos de la maladie. Il a passé les 2 ans, je pense qu'il y a eu le terrible tout aussi qui s'y est mis, mais je veux dire, je pourrais filmer mon enfant quand il a le besoin de courir autour du canapé. On peut pas l'arrêter, clairement. Je pense qu'un enfant, même s'il est dans le terrible tout, on va le menacer d'aller au coin.
ou des choses comme ça, ou le prendre en mode tortue, mode câlin tortue, il va comprendre, il va s'arrêter. Mon fils ne s'arrête pas. C'est limite, on a l'impression d'avoir un enfant hyperactif, alors que non, en fait. C'est juste que le traitement n'est pas équilibré. Et du coup, il a un besoin d'extérioriser le trop-plein d'émotions. Donc pareil, au niveau du comportement, c'est une chose que j'ai pu savoir en fouillant un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Sur les forums aussi, il y a quand même sur les forums un petit peu d'informations. Une chose qui revient souvent auprès de ces enfants-là, c'est que c'est des enfants qui sont souvent, étant bébés, très isolés, qui ne vont pas vers les autres. Et donc après, forcément maintenant, Lucas qui va avoir 3 ans, il y a des répercussions parce que l'attitude avec les autres enfants, ils savent pas faire. Du style, mon fils, on l'emmène au parc, soit ça va très bien se passer avec les autres enfants, il va aller vers eux en restant neutre, ou alors ça va être l'extrême, il va les prendre dans les bras, leur faire des câlins, alors que l'enfant n'a pas envie, il le connaît pas, enfin voilà, il y a tellement de choses. Et ça, tu vois, c'est le genre de choses au quotidien qui blesse, parce qu'on se dit, mince, je peux pas aider mon fils, je peux pas lui apprendre, enfin c'est des choses très compliquées. Donc c'est pour ça qu'en fait, au quotidien, tu vois, c'est blessant, parce que t'as toujours quelque chose qui te rappelle que ton fils est malade. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes, avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.